Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on entend parler de Wazalendo. Mais qui sont-ils? Quelle est leur nature juridique au regard du droit international? Peuvent-ils être reconnus comme une entité à part entière ici en République démocratique du Congo? Peuvent-ils être intégrés au niveau des FARDC, voire au niveau du gouvernement? Madame, Messieurs, très heureuse de nous rejoindre dans le cadre de votre émission Dites-nous la vérité, qui parlera également de la politique étrangère de la République démocratique du Congo, le rôle de notre pays au sein des structures régionales, mais également sous-régionales. Pour parler de tous ces sujets, nous avons de ces deux thématiques, nous avons le plaisir de recevoir M. Éric Bilalé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame. Alors vous êtes Odia. avocat, chercheur au Centre de droit international de Belcampus. Oui Madame. On commence par le premier sujet, il s'agit des Wazalendo. Moi, j'avoue que c'est la première fois que j'aborde cette thématique parce que je voulais le faire différemment et ça tombe bien, nous vous avons vous. Parlez-nous un peu de Wazalendo. Qui sont-ils? Oui, les Wazalendo constituent, du point de vue de la réalité de terrain et des théâtres, des différents théâtres d'opération, un groupe armé à part entière, du point de vue du droit international. Du moins parce que c'est vrai que du point de vue organisationnel, les degrés minimums d'organisation tels que requis par le droit international, spécialement le droit international humanitaire, peut être discutable parce qu'on tiendrait compte de certains facteurs, certains indicateurs, notamment la prise des décisions, la capacité de les faire exécuter, le niveau de recrutement de nouveaux membres de ces groupes armés, la manière dont ces mouvements, ces groupes armés les équipent pour parler de son organisation. Mais au-delà de tous ces facteurs, du point de vue du droit international, d'autant plus que nous sommes en présence d'un conflit armé international, parce que d'une part, il y a une puissance étrangère occupante qui est le Rwanda, parce que ça n'est pas nouveau, hein. Vous allez vous rappeler que dans l'affaire des activités armées sur les territoires du Congo, RDC Rwanda et RDC Ouganda, par devant la Cour internationale de justice, la haute cour a rappelé que le Rwanda était une puissance occupante, au même titre que l'Ouganda. Mais est-ce que c'est le cas maintenant dans ce qui se passe dans la partie est du pays? Est-ce qu'on est dans le même contexte? Il y a en fait une agression qui est récurrente. Dernièrement, vous avez vu comment le gouvernement de la République démocratique du Congo, les chefs de la diplomatie, les ministres des Affaires étrangères et les ministres de la Défense ont présenté auprès des partenaires internationaux de la RDC les preuves en fait, des images crédibles, vérifiables et vérifiées venant de la MONUSCO, prouvant la présence de troupes rwandaises en République démocratique du Congo, comment ils sont venus avec du matériel militaire lourd pour renforcer les M23. Ce qui fait que le Rwanda, de ce point de vue qui renforce les M23, en fait les M23 qui est rwandais constituent cette puissance occupante. Et les Wazalendo est un groupe armé national qui défend les intérêts de peuples autochtones, des terres communautaires. Et du point de vue du droit international, c'est un groupe armé. Quelles que soient des qualifications que certains ennemis de la République démocratique du Congo pourraient attribuer à ces groupes patriotiques, il reste reconnu comme un groupe armé. C'est pas non plus être un groupe armé n'a rien de logieux, hein. Les Wazalendo, être un groupe armé, même reconnu en tant que tel au niveau du droit international, ça n'a rien d'élogieux. En fait, il y a un aborisme
qui dit Dulce et decorum pro patria mori. C'est vrai que moi je suis de l'école de la doctrine de la guerre juste, c'est-à-dire qu'il faut faire la guerre lorsque c'est pour défendre des causes justes. Et le fait que le Wazalendo soit un groupe armé qui, fatigué des agressions, fatigué de la désolation, des razzias de l'ennemi, de l'occupation récurrente de nos terres, prend les armes en l'absence de FARDC pour défendre nos terres, c'est un fait élogieux. Ça fragilise les FARDC quand même aussi. Est-ce que vous n'avez pas cette impression? Oui, cet aspect des choses. S'il faut faire une analyse cohérente et correcte sur ce point de vue, je pense que ce que doivent faire les FARDC, sans hésitation, parce qu'il s'agit d'un devoir de défendre l'intégrité du territoire, sans limite et aucun texte international. Aucun texte international n'interdit à la République démocratique du Congo, je voudrais dire, à ses forces armées, de défendre son intégrité du territoire, même en la présence des Nations Unies ou des États, des forces armées de l'EAC. La RDC, les FARDC doivent défendre l'intégrité du territoire national. Et de ce point de vue, je crois que les combats de Wazalendo, qui en réalité fait le travail de FARDC, est un combat qui, au-delà du fait que c'est soutenu par l'opinion publique nationale, est un combat qui doit être encouragé par toute la nation. Toute la nation, mais c'est quoi la différence? On parle, je crois que selon certains rapports, on compte plus de 100 groupes armés ici en République démocratique du Congo. En quoi est-ce que les Wazalendo sont différents d'autres groupes armés qu'on compte sur notre territoire? C'est vrai qu'il y a des groupes armés qui ont sémé de la désolation toutes ces années à l'est du pays et dans certaines poches d'insécurité, dans certains recoins de la République. Et tout ça, c'est parce que l'autorité de l'État est effritée, c'est parce que l'administration publique ne jouait plus ce rôle. Et les Wazalendo sont un groupe qui vient en réalité faire autrement. Les Wazalendo ne viennent pas commettre de pillage. Les Wazalendo ne détruisent pas le bien de particuliers. Les Wazalendo ne cherchent pas à exploiter illégalement nos ressources naturelles. Les Wazalendo sont au départ des civils, des bons citoyens, des paisibles citoyens. Parmi eux, il y a des citoyens des divers secteurs de la société. Il y a des comédiens, des Renault, par exemple, de Béni qui rejoignent le mouvement. Il y a de jeunes étudiants qui rejoignent le mouvement parce que vous vous rappelez de tout ce qui se passe à l'est du pays, à Béni, les égorgeurs qui tuent nos concitoyens, ce sont les étrangers qui infiltrent nos terres en l'absence de FARDC pour nous tuer. Et les Wazalendo sont des patriotes qui s'élèvent. Les Wazalendo peuvent être vous, peuvent être moi. Et ce qui fait qu'il y a une différence entre le Wazalendo et les groupes armés comme le négatifs. Maï-Maï, c'est négatif Non, les Maï-Maï, je n'ai pas fait une étude approfondie sur les Maï-Maï, mais à ce que je sache, les Maï-Maï... mais je sais qu'il y en a beaucoup, il y a Kotumba, il y a Nyatora... Il y a une confusion là-dedans et il faut toujours éviter je ne le dis pas par narcissisme, il faut toujours éviter de tomber dans le piège de l'ennemi, dans certains arguments
prête à penser érigée en termes de loi par certains groupes de pression internationaux qui financent le pillage de nos ressources naturelles. Alors, ce genre de choses exigent une étude minutieuse de la question. Je sais qu'au niveau de nos services d'intelligence, c'est un travail qui peut déjà avoir été fait et qu'il y a des rapports qui ont été faits là-dessus auprès du commandant suprême qui peut prendre des mesures adéquates. Est-ce que les Wazalendo ont toujours existé? Depuis quand ou ils existent depuis juste quelques mois? Est-ce qu'ils ont toujours été là et qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'il y ait ce sursaut un peu patriotique de leur part pour qu'ils puissent mener ces différentes actions qu'ils sont en train de mener en faveur, faut qu'on se le dise, en faveur de notre pays dans cette partie de la République? Cette question relève d'une pertinence exceptionnelle parce que Wazalendo en tant que connotation signifie patriote. De ce point de vue, les patriotes ont toujours existé et nous sommes là avec vous en train de souffrir de tout ce qui se passe à l'Est par patriotisme. On a toujours existé, les patriotes, mais comme organisation, un groupe armé organisé et peut-être aussi hiérarchisé. Où il y a des ordres, il y a l'autorité, il y a les exécutants. C'est vraiment actuel. C'est vraiment actuel. Donc c'est vraiment récent, ça date de quelques mois. Avec ces concepts d'organisation pour combattre l'ennemi. Parce qu'il y a une sorte de prise de conscience nationale. Et moi, de toute façon, moi, je ne soutiens pas que la sous-région des Grands Lacs soit en ébullition. Moi, je suis un pacifiste. C'est vrai que du point de vue de la normalité des choses, tout citoyen ressortissant d'un État doit défendre l'intégrité territoriale de son État, mais les Wazalendo font un travail, je crois, de bonne foi, parce que parmi eux, il y a des victimes. Il y a des victimes des atrocités les plus noires de l'humanité. C'est pas avec un esprit revanchard qui sont... Un esprit, je ne parlerai pas de l'esprit revanchard, encore moins des attitudes porteuses de glaives vengeurs de Wazalendo. Je vois en leur action laudative, je vois la désolation, je vois la détermination de sauver ce que nous avons en commun, notre territoire. Parce que vous savez, sur ces terres-là, il y a eu des massacres de toutes sortes, il y a eu des crimes les plus graves de l'humanité. Et il y a même les autochtones qui ont été chassés de leurs terres, des chefs coutumiers égorgés. Et c'est de la désolation la plus totale. Et nous sommes au-delà de l'acceptable en ce qui concerne l'humanité. En fait, c'est innommé ce qui se passe à l'est du pays. Ouais. Et les Wazalendo, constatant cela, comme nous le constatons tous, prennent les armes pour sauver nos terres. Moi, en tant que citoyen, je ne peux que les soutenir. Mais moi, je risque de revenir sur une question que j'ai déjà posée. Est-ce que les Wazalendo ne sont-ils pas en train de prendre la place des FARDC ? Ils sont pas, ça c'est de 1, de 2, est-ce qu'ils ne sont pas en train de montrer à la face du monde que, écoutez, il y a une sorte de laxisme ou de sorte de fébrilité au niveau des FARDC? C'est aussi ça, c'est un peu paradoxal, mais c'est la pression que ça risque de renvoyer aussi. Oui, il y a beaucoup d'impressions qui peuvent être dégagées de l'analyse de cette question de Wazalendo, mais le plus important de toutes ces impressions, c'est que les Wazalendo sont des patriotes. Et le FARDC sont également des patriotes. Le FARDC doivent s'élever. Le FARDC doivent faire leur travail. Et je crois que les analystes au sein
du gouvernement et des institutions de la République doivent analyser correctement les textes internationaux pour voir ce que les FARDC doivent faire. Et j'ai appris il y a 48 heures que la MONUSCO prend l'engagement de combattre aux côtés des FARDC, de protéger la ville de Goma. La ville de Goma. Ben l'opération Springboks. Moi, je crains que cela soit de la poudre aux yeux. Les FARDC doivent défendre l'intégrité du territoire dans son ensemble. Ça n'est pas que la ville de Goma. Ça n'est pas que la ville de Goma. Les FARDC doivent arriver jusque là où combattent les Wazalendo. Et parce que les Wazalendo, ce sont des patriotes qui peuvent être dans les émotions pour défendre leur terre. Certains parmi eux ont tout perdu. Et les FARDC, en tant qu'armée, doivent descendre sur les terrains aux côtés des Wazalendo pour orienter les choses, voire prendre leur place. Et c'est ça le devoir des armées. C'est ça, les devoirs des armées. Est-ce qu'on peut intégrer les Wazalendo au sein des FARDC? Ce serait plus facile quand même. Oui, l'intégration. Bon, moi, je suis. Sans parler de mixage, brassage, mais bon, est-ce qu'on peut. On ne peut même pas en parler dans cette hypothèse-là. Non, on ne peut pas en parler dans cette hypothèse-là. Mixage, brassage, de tristes mémoires, avec tout ce qui s'y est passé. Mais ça risque aussi d'être persistant. Mais j'attends d'abord votre réponse. Est-ce qu'on peut intégrer les Wazalendo? En ce qui concerne les Wazalendo, je crois que rationnellement, les Wazalendo étant des citoyens, la plupart d'entre ces combattants sont des citoyens qui mènent leur vie dans différents secteurs de la société. Et une fois nos terres libérées et que la sécurité établie, l'intégrité du territoire national protégé, ils feront librement le choix. S'il faut intégrer les armées, je crois qu'on trouvera au sein des FARDC et voir peut-être les aménagements avec la loi organique portant organisation et fonctionnement des forces armées. Je suis en train d'explorer, voir comment les intégrer et conformément à la procédure. Ils peuvent devenir des réservistes. Ah oui, il y a aussi une loi sur le réservisme qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale. Je suis en train de dire plutôt que ce sera le libre arbitre de chacun. Chacun voudra, écoutez, j'ai déjà combattu, j'ai goûté aux armes, je crois que je reste dans les FARDC de manière permanente, de sorte qu'en cas de problème, j'interviens. Ou certains diront, comme vous le dites, que je reste un réserviste, mais en attendant, je fais autre chose. Tout dépendra de Wazalendo. Mais pour l'instant, ils doivent continuer. Pour l'instant. En tant que tel, en tant qu'une entité qui évolue en dehors du système. Pour l'instant, en tant que patriote, je crois qu'ils sont le pays est en danger. Il y a péril. Nous courons un grand danger d'occupation de nos terres. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé et qui se passe en Ukraine. Il y a des comédiens, il y a des citoyens qui ont pris les armes aux côtés de l'armée ukrainienne pour défendre leurs terres. C'est la même chose avec les Wazalendo, avec une différence peut-être, parce que les Wazalendo ont pris l'initiative, ils se sentent organisés et combattent avec sympathie à leur nation. Ils ne disent pas qu'ils vont rester un groupe armé, ils disent qu'ils combattent et au besoin, ils ont besoin du soutien de tout le monde. Mais plusieurs groupes armés ont eu à dire ça, on parle de même plusieurs rébellions dans notre pays ont eu à dire ça, on prend les armes pour défendre la patrie et ensuite on sait qu'ils sont maintenant versés dans l'exploitation illicite des ressources minières. Est-ce que les Wazalendo ne vont-ils pas tomber dans ce piège-là aussi? Le piège, exactement. Je vous ai dit qu'il faut traiter toutes ces questions avec une prudence accrue. Parce que la question de l'exploitation illégale, illicite de nos ressources naturelles par des puissances
voisines et étrangères est différente des actions de Wazalendo qui consistent à bouter dehors exactement ces puissances qui exploitent illégalement nos ressources. Ces groupes armés qui se sont installés par besoin économique à l'est du pays, des groupes armés étrangers, créés à l'étranger, armés par l'étranger, qui ont investi nos terres, sont différents de Wazalendo. Et les Wazalendo combattent exactement contre ces groupes armés, parmi lesquels il y a les M23. Les M23, en fait, c'est cette machine macabre, cette thanatocratie que je considère comme la blanchisserie de l'exploitation de nos ressources naturelles par le Rwanda directement, par son bras armé qui est le M23. Et c'est différent de Wazalendo qui n'exploite pas des ressources naturelles, qui ne font que combattre pour bouter dehors l'ennemi. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, on est. Et j'ai la foi, j'ai la ferme conviction que, considérant ces compatriotes, nos compatriotes, ils ne peuvent pas avoir dans leur imaginaire collectif l'idée macabre de faire sur nos terres comme l'ennemi. Non, ils sont des patriotes, c'est leur terre. C'est leur terre, ils veulent simplement la protection et les vivre paisiblement. Vivre paisiblement, pour vivre paisiblement, il y a plusieurs communiqués, vous parliez des étrangers. On parlera tout à l'heure de la politique internationale, la politique étrangère de la République démocratique du Congo, mais en faisant allusion aux étrangers, on a vu le communiqué, il y a eu Anthony Blinken qui a parlé avec le président Tshisekedi et le président Kagame, on a vu le dernier communiqué de l'Union européenne, tous appellent à une sorte de désescalade le long de la frontière et que la solution par rapport à la situation dans l'est du pays, elle sera diplomatique et non militaire. Ah oui, moi par contre, je pense le contraire de tous ces communiqués. Hein. Et ça, je l'ai dit indépendamment, je l'ai dit en tant qu'analyste de faits internationaux. Vous savez, lorsqu'il y a les désordres armés dans un territoire, on ne peut y mettre fin correctement que par la violence armée. Par la violence armée. Une violence armée légitime, légale d'ailleurs, qui ne revient qu'au FRDC, que seul le FRDC ont le monopole d'usage. Et je crois que ces communiqués sont des communiqués tendancieux. Je le dis indépendamment. Je pense, c'est mon opinion. Et je suis opiniâtre là-dessus, disant que ces genres de communiqués qui disent que les désordres qu'il y a, la violence armée, la destruction de nos terres, l'exploitation illégale de nos ressources passeraient par la diplomatie pour trouver une solution. Je pense le contraire, c'est la violence armée. Il faudrait bien qu'on se parle un jour, hein. Soit non, la RDC et le Rwanda, on doit finir par trouver une solution, non pas se parler. Nous devons parler parce que la diplomatie est consubstantielle aux relations internationales. Avec le Rwanda, nous sommes voisins, nous sommes deux peuples voisins de par la nature, de par la géographie. On ne va pas déplacer le Rwanda de l'Est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un fait réel. Et de l'autre côté, il y a les éléments essentiels, les éléments essentiels de la normalité d'un État, dans son fonctionnement, dans la protection de son élément matériel, qui est le territoire. Et la protection d'un territoire national passe par les forces armées. Et c'est par les forces armées qu'un État s'impose dans les cénacles internationaux et diplomatiquement, en passant par les forces armées.
Et là, je crois qu'on est en train d'explorer indirectement la question liée à la diplomatie, à la politique étrangère de la RDC. Ce qui fait que la RDC doit d'abord défendre son territoire. Aucun communiqué, j'ai dit aucun communiqué, ne peut dire à la RDC ce qu'il doit faire en ce qui concerne la protection de son territoire. Parce que ces devoirs, même du point de vue du droit international, relèvent exclusivement de l'État souverain. Et la souveraineté passe par les forces armées. Aucune puissance du monde qui s'est imposée diplomatiquement ne l'a fait sans passer par la violence armée. Donc, le FARDC doit agir, la RDC doit agir militairement pour protéger son territoire. Étant un grand pays, la RDC ne peut pas être un État agresseur, mais elle peut parce que ça sera une réaction. Ça ne sera pas une action. Vous n'êtes pas non plus un va-t-en-guerre, hein, quelqu'un qui veut une guerre à tout prix avec nos voisins. Non, non, je suis un partisan de la petite désouverainisation des États parce que je suis un libre-échangiste. Du point de vue vision, je suis un libre-échangiste. Je ne suis pas un protectionniste. C'est-à-dire que je ne suis pas partisan de frontières, de barrières entre les États. On parlera d'ailleurs de la zone de libre-échange en abordant. Je suis un libre-échangiste. En abordant tout de suite d'ailleurs la deuxième thématique de cette émission, la politique étrangère de la RDC. Déjà, je voulais savoir, et ça c'est une question que je vais commencer par exemple à poser à tout le monde, est-ce que étranger renvoie à étrange? Non, pas du tout. Tout ce qui est étranger est étrange. Oui, on peut le dire. C'est vraiment ça? Oui, on peut le dire. Tout ce qui est étranger est étrange. On peut le dire d'une certaine manière, mais dans la conception, je vais dire, libre-échangiste des choses, l'étranger est un partenaire, parce que le libre-échangisme, c'est une logique d'open society, c'est-à-dire d'une société ouverte, d'une société de coopération. Je suis partisan de la coopération internationale jusqu'au niveau économique. Je suis partisan de l'intégration régionale. C'est-à-dire que, étant libre-échangiste, intégrationniste en termes d'approche, la présence de la République démocratique du Congo dans de nombreuses organisations internationales, continentales, régionales, sous-régionales, je voudrais dire, est une bonne chose. On va en parler, mais je parlais d'abord, ma question c'est est-ce que l'étranger, ça renvoie à tout ce qui est étrange? L'étranger ne peut pas renvoyer à tout ce qui est étrange dans la mesure où il arrive que l'étranger soit vraiment les connu. C'est-à-dire? Ça arrive que l'étranger est connu. Comme par exemple, aujourd'hui, je parle de certaines relations amicales les plus approximatives de notre société sous-régionale. Aujourd'hui, quand vous parlez d'un Congolais d'en face comme étranger, il n'est pas étrange. Un Angolais n'est pas étrange. Mais quand on parle d'un Rwandais, vous parlez d'un Rwandais, il devient étrange. Non, par le fait qu'il est réellement étrange, c'est par le fait de la politique de ses gouvernants qui n'est pas une politique étrangère, mais une politique étrange. De bon voisinage. Donc du coup, ils ne font pas une politique étrangère qui allez, on va le dire, axée sur les relations justement de bon voisinage, entente au niveau de la sous-région et trucs. Et du coup, vous avez l'impression comme si le Rwanda faisait non seulement une politique, pas une politique étrangère, mais une politique étrange. Ah oui, parce que vous avez suivi, on va peut-être en parler, les chefs de l'État parlaient de poignards par les dos. On ne peut pas dire des frères, des amis, lorsqu'on se poignarde, excusez-moi, par le dos.
C'est vrai que dans les relations internationales, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'amitié réelle, il n'y a que des intérêts. Mais lorsqu'on parle des amitiés panafricaines, panafricanistes, lorsqu'on parle de l'Union africaine, on parle de la communauté. Parce que là aussi, toutes ces choses nous amènent à réfléchir sur la communauté, la notion de la communauté. Quand on parle de la communauté internationale, est-ce qu'il existe une communauté internationale? C'est une nébuleuse. Hein? Voilà. Selon certains. Moi, je suis de l'école qui pense qu'il n'existe pas de communauté internationale, il existe plutôt des sociétés internationales. En tout cas, quand on parle des communautés, d'une communauté internationale, on sait à quel pays on renvoie. Oui, un moment, l'Union européenne était devenue une communauté internationale. Parce que dans une communauté internationale, selon même la notion, comme la notion l'indique, il y a la juxtaposition des intérêts. C'est-à-dire que tout le monde défend les intérêts de tout le monde. Vous voyez, au niveau de l'Union européenne, il y a une seule coopération internationale de l'Union européenne, il y a un seul ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, il y a un seul président de l'Union européenne, il y a un ambassadeur de l'Union européenne qui représente tous les États de l'Union. C'est ça une communauté. C'est-à-dire que les intérêts de l'Union européenne sont les intérêts de la France, sont les intérêts de la Belgique, sont les intérêts de l'Allemagne, sont les intérêts de la Hongrie et consorts. Alors que dans une société internationale, il y a juste la position des intérêts. Il y a l'idée sous-jacente des intérêts individualistes des États. Et là, c'est là où on retrouve le concept de ne pas avoir des amis que des intérêts. Et je crois d'ailleurs c'est ce qui régente quand même les relations internationales. Au niveau africain, nous sommes dans une société continentale africaine. Nous n'avons pas encore atteint cette étape d'une communauté, d'une union africaine réelle comme le voulaient nos pères, nos pères panafricanistes. On espère que dans l'avenir, on pourra atteindre ces objectifs parce que moi j'ai une vision pour l'Afrique continentale, une vision d'Afrique des peuples réels qui aujourd'hui ne se limite qu'à certaines institutions de l'Union africaine, mais d'une manière aussi tiède. Il faut aller trop loin dans l'Afrique des peuples. Trop loin aller dans l'Afrique des peuples. On va parler un peu de la politique étrangère, internationale de notre pays. Comment la définiriez-vous, notre politique étrangère? Oui. Vous savez, madame, des grandes sociétés, comme on parle dans le langage de la charte de l'ONU, des nations civilisées, de la charte de l'ONU, ont des politiques étrangères constantes et stables. Et ils ont même des doctrines en matière des affaires étrangères. Et quand vous voyez par exemple la politique étrangère des États-Unis d'Amérique, en matière de la sécurité intérieure, en matière de défense de ses intérêts, il y a une certaine doctrine qu'on appelle la doctrine de légitime défense proactive. C'est-à-dire que dans la pratique de la politique étrangère des États-Unis, avec les temps, les États-Unis ont appliqué cette politique. C'est-à-dire que c'est un État qui n'attend pas qu'on l'agresse pour réagir. C'est un État qui réagit à l'agression potentielle. Et là, qu'on soit démocrate ou républicain à la tête du pays. On est dans la même logique. Oui. C'est-à-dire qu'on peut frapper un ennemi avant qu'il n'agisse. C'est ça la proactivité.
Et même en matière, il y a de la politique étrangère, en matière des nucléaires, en matière de la défense aérienne, il y a beaucoup de choses là-dedans. Pour parler de notre politique étrangère, c'est un peu compliqué, c'est vrai que j'ai... Mais est-ce qu'on en a déjà une politique étrangère? Je pense que depuis 60... Chaque régime, c'est ça. Chaque régime, chaque système politique apporte sa politique, en fait. a amené sa politique étrangère. Chaque administration a amené sa politique étrangère et chaque administration a eu ses résultats. Ce qui fait qu'on a une politique étrangère changeante, qui varie au gré des, nous avons une politique administrations. Étrangère pas constante. Nous avons, parce que la politique intérieure d'un État définit sa politique internationale. Et la politique internationale est la somme de la politique nationale. La politique étrangère, je voudrais dire, est la somme de la politique nationale et internationale d'un État, ce qui fait sa politique étrangère. Et chez nous, nous avons l'habitude d'échanger de politique. Nous n'avons pas de constance. Comme par exemple, on trouverait au niveau de la diplomatie congolaise, au niveau de certaines directions des affaires étrangères, quand on arrive, je donne un exemple, il y a un changement de régime, on trouve qu'à tel niveau des relations avec l'Union européenne, la RDC était au point de faire ces 6-là et que l'administration qui arrive continue et parachève la politique. Chez nous, c'est un peu compliqué parce que quand on change d'administration, on change de gouvernement, tout change en fait, on recommence à zéro. Les dirigeants, il y a beaucoup de chances, je dirais même à 80% ou 90%, pour commencer à zéro. Ça s'appelle la table rase administrative et c'est très dangereux. C'est pourquoi il est important qu'on stabilise et qu'on rende permanente un certain dynamisme de la politique étrangère. Comment on y arrive? C'est question des responsabilités et des consciences nationales. Lorsque ce sont des personnes, des gens, des individus animés de patriotisme et d'une certaine vision de l'État et de ses politiques, je trouve mal que personnellement je vienne aux affaires étrangères ou à l'administration d'une ambassade, que je trouve des réalisations considérables et que je fasse la table rase. Non, je dois continuer dans l'intérêt de la nation parce que l'État peut naître, grandir et disparaître. Vous avez les souvenirs de certains États. Vous avez les souvenirs de certains États qui ont existé, qui ont disparu. On vous parle aujourd'hui de l'ex-Yougoslavie. On vous parle de certains États qui ont existé. Et comment un État disparaît? C'est lorsque sa politique, en fait les triangles magiques, n'est pas sérieux. C'est-à-dire la diplomatie, la défense nationale et les renseignements. C'est un triangle magique qui fait qu'un État soit pérenne dans les temps et grandisse dans les temps et dans les époques. Est-ce que nous, en République démocratique du Congo, on respecte ce triangle où on est... Allez, on ne va pas être pessimiste, on est en voie de disparition ou... Non, je ne peux pas. Loin de nous d'être des oiseaux de malheur, mais au regard de ça, on a... Non, mais je dis pas que le non-respect de ces triangles magiques actuellement ou hier, oui, c'est vrai que ça peut constituer des signes prémonitoires de la disparition d'un État, mais la plus grande, la plus grande preuve des éléments précurseurs de la disparition d'un État dans toute société du monde, c'est son affaiblissement, c'est son effritement. Est-ce que ce n'est pas le cas avec notre pays? C'est l'absence de son autorité. Est-ce que ce n'est déjà pas le cas avec nous? Aujourd'hui, je crois qu'il y a des efforts. Il y a des efforts pour élever l'État. Et nous devons continuer avec ces efforts. Nous devons continuer avec des objectifs
qui tendent vers un Congo plus grand et plus beau qu'avant. Parce que si on ne tire pas attention, si on se met à suivre nos querelles internes sans penser à l'intérêt national, l'État va disparaître. Et pourtant, nous n'avons que cet État qu'il faut défendre par tous les moyens, mais aussi par l'intelligence fine. On parle de deux organisations. La politique étrangère de la RDC est souvent axée sur les organisations sous-régionales et EAC maintenant. Hier, c'était la SADC, il y a la CEAC, plusieurs organisations comme ça sous-régionales. Bien entendu, il y a l'Union africaine. Mais vous pensez que ça a été une bonne chose pour le pays d'adhérer à l'EAC, de tourner le dos à la SADC, par exemple, comme le disent ou le prétendent certains analystes? Non, je crois que nous faisons partie de beaucoup d'organisations sous-régionales. L'adhésion à une organisation sous-régionale n'amène pas que les avantages, il y a aussi les désavantages. Mais c'est lorsque on fait des analyses concrètes sur le pour et le contre en ce qui concerne l'adhésion que l'on se décide d'adhérer ou de ne pas adhérer. Je crois, je le pense. J'ai la ferme conviction qu'en adhérant à l'EAC, on a jugé le pour et le contre. Il y avait certainement des sauf que le résultat ne suive pas, en tout cas ne suit pas ou ne suit pas. Des intérêts qu'il fallait défendre, mais la réalité en aval nous dit autre chose, avec la présence de ces troupes de l'EAC qui sont là plutôt pour ne rien faire. Vous voyez, quand une organisation sécuritaire régionale vient à la rescousse d'un de ses membres, c'est pour soutenir ces armées. Ça n'est pas pour faire un dialogue entre un agresseur et permettre à l'agresseur d'infiltrer l'autre. Non, on doit être aux côtés des FARDC. Donc l'EAC doit quitter le pays. Ça a été la position du gouvernement. Je crois que le gouvernement qui est responsable de cette politique étrangère, de l'adhésion à l'EAC, qui l'a fait venir, je parle des troupes de l'EAC, a fait des analyses approfondies avant de prendre cette décision, de demander à l'EAC de partir et de tenter de renégocier avec la SADC. Mais là encore, je pense que nos troupes doivent faire leur travail. Ouais. Et au-delà, je ne suis pas contre les accords que la SADC vienne. C'est grâce à ces négociations d'ailleurs que la MONUSCO a changé son fusil d'épaule en disant qu'elle va être aux côtés des FARDC pour protéger la ville de Goma. Je voudrais dire, non, je suis pour que la SADC vienne, mais que le FARDC travaille déjà en amont. Travaille déjà. Que la SADC les trouve en train de travailler, de chercher à bouter l'ennemi dehors et que la SADC vienne en appui. Parce que les FARDC doivent être en avant-garde. En avant-garde, on va très bientôt terminer. Il ne reste plus que quelques minutes et je vous demanderai d'être aussi bref que possible pour les deux dernières questions. Alors, on parle très rapidement de trois bassins. On a vu le sommet de trois bassins qui s'est tenu récemment au Congo-Brazzaville. Quel peut être le rôle du pays de Tshisekedi? Absolument. Le rôle de la RDC doit être le rôle de maître, le rôle d'initiateur, le rôle des Lumières, parce que c'est nous qui devons être dans les initiatives. Ouais, mais nous, on est à la traîne, quoi. La RDC, ensuite le Brésil et enfin l'Indonésie. Nous devons être dans les initiatives. Et je crois que ce ne sont pas
des initiatives. On aurait dû organiser ce sommet ici, par exemple, à Kinshasa. Absolument. On aurait dû quand même. Ben, écoute, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire là-dessus. On ne peut pas être distrait. C'est nous. Bah oui, en fait, quand on parle de Bassa, c'est nous. Nous devons être à l'initiative. La RDC doit jouer son rôle pilote dans ces genres de choses, doit faire affirmer son leadership environnemental international et que le pays solution ne soit pas un slogan creux qui ne s'accompagne pas d'avec des développements, des raisonnements solides, des initiatives laudatives, salutaires pour la République. Voilà, on doit sentir quand même le leadership de la RDC en la matière parce Absolument. que le bassin du Congo, c'est nous, en fait. C'est nous. Les bassins du Congo, c'est nous. L'Amazonie, c'est le Brésil. En fait, les 3 bassins tropicaux, c'est la RDC, le Brésil et l'Indonésie. Nous devons prendre des initiatives. On aura le temps de parler de ça. Il y a des moyens pour ça. J'aurais bien voulu vous laisser citer ces différents moyens, mais on en parlera. J'espère qu'on aura le temps de parler, du temps vraiment pour parler de tout cela. On n'aura pas non plus le temps pour parler de la zone ZLECAf, la zone de libre-échange. On le fera prochainement, mais la dernière question, ce sera de vous poser, de vous demander à vous de nous donner une note, au président Tshisekedi s'agissant de sa politique étrangère. Vous le donneriez combien pendant ces 5 ans? Sur 10? Non, je n'ai pas d'éléments. Je n'ai pas d'éléments suffisants. Mais vous avez suivi de près quand même. Au regard de ce que vous avez vu, constaté. Je voudrais pas m'en excuser, mais je voudrais simplement vous dire que je n'ai pas d'éléments suffisants qui me permettent de faire une analyse approfondie. Mais d'emblée, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi a quand même accompli des prouesses au niveau international. Un élément, et on va terminer, un élément qui vous a marqué, qui a marqué l'action du président Tshisekedi en international. La RDC est rentrée à la scène internationale, notamment, vous vous rappelez de l'embargo, de l'exigence des notifications en ce qui concerne l'achat des armements. C'est le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, après plusieurs décennies, qui a libéré la RDC de cette situation. Je parle des faits des armes, par exemple. Et aujourd'hui, nous pouvons acheter les armes conformément au droit international et nous pouvons nous défendre. C'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on a parlé de la montée en puissance des FRDC. Et voilà. Donc c'est un point à mettre à l'actif du bilan. Un point parmi tant d'autres, bien sûr. Au niveau, ça, on le dit de manière ingénue. En tout cas, au niveau de la politique étrangère, on retiendra déjà ça qui est, selon notre invité de ce soir, Eric Bilalé, un point important à mettre, je le redis, à l'actif du bilan du président Tshisekedi. C'est un plaisir d'échanger avec vous sur ces questions liées à la politique étrangère et surtout à nos frères patriotes de Ouazalendo. C'est moi qui vous remercie. On remercie les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. On se dit au revoir à très bientôt et je tiens à rappeler, à rendre hommage également à notre confrère encore et toujours détenu, Stani Boujakera. On est avec toi et on espère te revoir très bientôt. On se dit au revoir et prenez soin de vous.